Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va reprendre là où on s'est arrêté dans l'histoire du Ghibli, avec la création du studio et la réalisation du film Le Château dans le ciel. Comme on l'avait évoqué dans l'épisode précédent, c'est grâce à Tokuma Shoten et au succès de Nausicaa de la vallée du vent que Miyazaki et Takahata fonderont le studio Ghibli. Le nom Ghibli vient d'une idée d'Hayao Miyazaki. Il désigne un vent chaud du désert dont le nom sera repris par les soldats italiens pour nommer leurs avions de reconnaissance dans les années 30. On peut d'ailleurs apercevoir le nom Ghibli sur l'un des moteurs d'avion du film Porco Rosso. Selon Miyazaki, il s'agissait d'une manière pour lui de représenter le studio comme un vent nouveau soufflant sur le monde de l'animation. Mais le succès du studio ne sera pas immédiat. Les premières difficultés débutent lorsque le studio Topcraft, qui avait aidé sur la réalisation de Nausicaa de la vallée du vent, finit par fermer ses portes. Quelques intervallistes et deux animateurs clés de Topcraft sont alors récupérés par Ghibli. Mais Tokuma Shoten, toujours en charge de financer les projets du studio Ghibli, expliquera à Miyazaki et Takahata leur méfiance quant à la production d'un nouveau film, étant donné que le succès incertain des films d'animation pourrait entraîner la faillite du studio. À l'époque, beaucoup de studios d'animation japonais gardaient à l'esprit qu'étant donné le succès incertain des films d'animation, chaque studio d'animation n'est capable de sortir que 3 films au grand maximum, avant de se reconsacrer aux séries d'animation. Mais bien que les deux réalisateurs ont également cette vision en tête, ils tiendront malgré tout à réaliser un nouveau film. Afin d'assurer son succès, Miyazaki décide d'en faire une œuvre qui parlerait plus aux enfants que Nausicaa, et d'écrire une histoire d'action et d'aventure. Face au sérieux du réalisateur et au succès de Nausicaa, Tokuma Shoten acceptera finalement de financer le nouveau film de Miyazaki. Ce sera Yasuyoshi Tokuma, le directeur éditorial de l'entreprise, qui se chargera d'éditer et de financer le projet, en collaboration avec Toshio Suzuki, qui à l'époque jongle entre ses publications d'articles dans le magazine Animage, ainsi que son travail de producteur au studio Ghibli. Mais pour revenir à la réalisation du film, Miyazaki fera germer son idée du scénario à partir de 3 éléments majeurs. Le premier étant un comic book de son enfance dénommé Sabaku no Mao, qui se traduit par la magie du désert. L'un des épisodes de ce dernier évoquait une pierre qui donnait le pouvoir de voler, et l'idée marquera suffisamment Miyazaki pour créer un film autour de cette dernière. Ensuite, à l'époque de son travail pour les productions Toho dans les années 70, il avait mis la main sur le scénario d'un projet délaissé du studio, intitulé Le Tour du monde en 80 jours par la mer. La série ne verra jamais le jour, mais inspirera notamment sa série de Conan Fils du futur, ainsi qu'Hideaki Anno pour réaliser en 90 Nadia et le secret de l'eau bleue. Enfin, cette dernière inspiration réside dans les voyages de Gulliver, plus précisément dans l'épisode de l'île flottant dans le ciel. Concernant le nom de cette île, c'est la femme de Miyazaki qui le retrouvera dans un livre. Ouais, parce que Miyazaki avouera plus tard qu'il n'a parcouru que vite fait les voyages de Gulliver. Sa femme évoquera le nom de la Piuta et Miyazaki le reprendra pour nommer son château. Bien qu'un premier projet devait s'intituler Pazu et le mystère de la pierre volante, c'est l'idée d'un château volant qui dominera les pensées de Miyazaki pour écrire un premier scénario. La pré-production s'achèvera alors en décembre 84, et Miyazaki trouvera de nouveaux titres pour son film. Pazu et la prisonnière du château dans le ciel, ou encore Pazu et l'empire volant. Alors que la bande sonore du premier projet devait être uniquement composée de bruitages et du grondement du vent, Takahata fera pression sur Miyazaki pour ajouter des pistes musicales. Et ils réengageront Joe Hisaishi, qui enregistrera alors l'une des bandes originales les plus chères du cinéma japonais. Bien que Tokuma Shoten se montrera très agacé par le prix de la réalisation de ses musiques, l'air mélodieux et saisissant des compositions de Joe Hisaishi pour ce film les convaincront de les garder. Initialement, Miyazaki voulait créer 2 personnages qui régneraient sur le château volant, un commandant et un général. Mais il les réunira finalement en un seul personnage, celui du Seigneur Muska. Étant donné que le temps que leur accorde Tokuma Shoten est plus large que celui qu'ils avaient pour Nausicaa de la vallée du vent, Miyazaki, avec l'accord de Toshio Suzuki, suspendra la publication du manga de Nausicaa pour se consacrer pleinement à la réalisation du film. Mais alors que l'idée du script de base est trouvée, Miyazaki souhaite également s'inspirer de la technologie des machines volantes et des machines à vapeur de l'âge industriel. C'est pourquoi il décidera avec Isao Takahata de partir en voyage en Angleterre afin de mieux comprendre cette époque. Et pourquoi pas découvrir une idée nouvelle pour son scénario. À l'époque, une violente grève minière éclate en Angleterre. D'ailleurs, si vous voulez connaître l'étendue de cette grève, je vous conseille le film Billy Elliot. Miyazaki évoquera un sentiment de tristesse en remarquant toutes ces mines à l'abandon. De cette vision, une idée nouvelle naîtra pour l'écriture de son scénario. Finalement, Miyazaki décidera de mettre en scène un village de mineurs et fera de Pazu l'un des protagonistes l'un de ses villageois. Puis il fera de la pierre volante l'artefact principal de Shiita, sa seconde protagoniste. Les intentions de Miyazaki sont très claires. Il souhaite faire un film d'action et d'aventure qui rendrait le sourire, et mettre en scène la volonté d'un garçon prêt à se battre pour ses convictions. Le scénario sera alors finalisé, et Miyazaki entamera alors la réalisation du film. L'équipe se concentrera alors sur des nuances de couleurs froides et pâles durant les scènes calmes, afin de marquer les scènes d'action et les scènes fortes, avec le contraste de couleurs plus vives et chaudes.
On peut également remarquer certaines scènes dont le générique s'inspirant librement des illustrations du 19e siècle, pour souligner l'époque de la révolution industrielle dont s'inspire le film. On peut également citer un certain nombre de plans d'ensemble en plongée, qui insistent sur l'opposition marquée entre le ciel et la terre, ainsi que sur le pouvoir néfaste exercé par l'armée et le seigneur Muska. Miyazaki reprendra d'ailleurs l'un des robots qu'il avait designé et mis en scène dans l'un des épisodes de Lupin 3, et fera de lui l'un des éléments clés de son intrigue. Du fait qu'il préserve la nature qui a repris ses droits au sein de la Pyuta, cette image nous démontre que les machines ne sont pas néfastes, contrairement à ce que certains pourraient suggérer dans Nausicaa de la vallée du vent, car elles peuvent aider à préserver la nature et à accomplir des choses merveilleuses. C'est ce que l'on fait de ces machines qui peut les rendre néfastes ou au contraire bénéfiques. Cet aspect est d'ailleurs souligné dès le début dans la scène du dialogue avec le vieux pomme. Une roche aussi puissante peut faire le bonheur de celui qui la possède, mais elle peut aussi semer le malheur et le désespoir. Oui. Surtout les pierres polies par la main de l'homme, comme la tienne. L'autre dénonciation du film est le désir de pouvoir, qui échappe au contrôle de ceux qui le recherchent, comme le représente très bien le personnage du seigneur Muska. Un autre élément important du film reste son travail sur des décors sombres et marqués, dont les plans d'ensemble vertigineux nous laissent entreapercevoir le ciel, comme si le point de vue de l'œuvre était l'emprisonnement de l'homme dans un monde obscur, et que le ciel lumineux représenterait la clé de sa libération. Cette idée est d'ailleurs appuyée par l'intérêt principal de la création de la Pyuta, qui cherchait à fuir les guerres et les horreurs de la surface, mais qui a ensuite été rattrapée par la soif de guerre et de pouvoir de l'homme, transformant le royaume de la Pyuta en un monde utopique, représentant un idéal difficile à atteindre. C'est après plus d'1 an de travail et la réalisation de près de 70 000 celluloïdes que le château dans le ciel sera finalisé. Et tout comme Nausicaa de la vallée du vent, il rencontrera un grand succès. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous donne rendez-vous très prochainement et d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.「